La vie est-elle un phénomène extraordinaire, survenu uniquement sur notre planète? Y a-t-il de la vie ailleurs que sur Terre? Depuis très longtemps, l'humanité se pose cette question qui reste à ce jour sans réponse. Mais grâce aux avancées extraordinaires accomplies en astronomie ces dernières années, ce mystère est sur le point d'être élucidé. Des sondes spatiales, à la pointe de la technologie, explorent les planètes et les satellites de notre système solaire, tandis que des télescopes, toujours plus sophistiqués, scrutent le cosmos en quête de réponses. Les résultats de ces recherches sont renversants. La plus grande avancée faite en astronomie depuis 20 ans, c'est d'avoir découvert que la plupart des étoiles sont entourées de planètes. Il y en a à profusion, plus que d'étoiles. Ces découvertes ont été rendues possibles grâce à Kepler, une sonde de la NASA lancée en 2009 qui a marqué un tournant dans la recherche de la vie au-delà de notre système solaire. Nous savons désormais que notre galaxie compte à elle seule des milliards d'exoplanètes semblables à la Terre. Compte tenu de l'immensité de l'univers, riche de plus de 100 milliards de galaxies, comment ne pas envisager qu'il puisse exister quelque part une sœur jumelle de notre planète, où la vie serait possible? La trouver n'est qu'une question de temps. Dans les environnements en apparence hostiles de notre système solaire, la vie pourrait exister ou s'être développée autrefois. Peut-être découvrirons-nous des formes de vie dans les étranges lacs de méthane de Titan. Dans l'océan caché sous la mystérieuse surface gelée d'Europe. Dans les gigantesques geysers d'Encelade. Ou encore sur les plaines désertiques de Mars. Un autre foyer de vie dans le système solaire impliquerait que l'apparition du vivant n'est pas rare dans l'univers. Nous ne savons pas encore si la découverte d'une vie extraterrestre se produira d'abord sur l'une des planètes ou des satellites de notre système solaire, ou bien sur une exoplanète semblable à la Terre. Mais une chose est sûre, nous n'avons jamais été si près de résoudre l'une des plus grandes énigmes du monde. Y a-t-il de la vie ailleurs? En tant qu'être humain, nous avons une notion instinctive de ce qu'est la vie. Les scientifiques ont pourtant le plus grand mal à définir ce qui demeure sans doute l'un des phénomènes les plus mystérieux de l'univers. Pour que la vie apparaisse, de la matière doit s'organiser d'une manière spécifique, pour constituer une entité capable de transformer de l'énergie et de se développer. Cette entité doit également être en mesure de se reproduire. Nous ne savons toujours pas précisément ce qu'est la vie. La définition empirique que nous en avons, celle que je préfère en tout cas, c'est que la vie est une entité chimique autonome capable d'évolution darwinienne par sélection naturelle. Certaines recherches affirment que la vie serait présente sur Terre depuis déjà 4 milliards 100 millions d'années. Cela signifierait que des organismes vivants y seraient apparus rapidement après la formation de notre planète. Mais une question demeure. La vie est-elle un phénomène propre? Cessez de se demander s'il était seul dans l'univers. Les astronomes s'intéressent depuis très longtemps à la question d'une possible vie extraterrestre. On retrouve des traces de ces spéculations dans les écrits des civilisations antiques, aussi bien chez les Grecs et les Romains que chez les Chinois. Fouiller le cosmos à la recherche de vie extraterrestre implique en premier lieu d'établir les conditions nécessaires à son apparition. Il faut d'abord une source d'énergie, une étoile proche par exemple,
pour permettre des réactions endothermiques, c'est-à-dire accompagnées d'une absorption de chaleur. Certaines matières premières sont ensuite indispensables à l'élaboration de composés organiques. En premier lieu, le carbone. Sur Terre, on a très bien identifié les briques du vivant. Le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et quelques autres éléments. Ce sont ces éléments-là que nous recherchons sur d'autres planètes pour savoir si elles peuvent abriter de la vie telle que nous la connaissons. Les briques de la vie, du moins telles qu'on la connaît, sont des éléments extrêmement répandus dans l'univers. Autre condition indispensable à la vie, la présence d'un liquide ou d'un gaz très dense qui joue le rôle de solvant et permet des réactions biochimiques rapides et stables. Sur Terre, cette fonction est assurée par l'eau à l'état liquide. Mais l'eau ne peut exister sous cette forme que si certains critères de composition atmosphérique et de température sont réunis. Maintenant que sont posées les conditions essentielles de la vie, une autre question se présente. Combien de planètes ou de satellites de notre système solaire remplissent ces conditions? Hormis la Terre, 3 astres de notre système solaire pourraient recéler à leur surface de l'eau à l'état liquide. La planète Mars, le satellite Europe, en orbite autour de Jupiter, et l'un des satellites de Saturne, Encelade. Et depuis quelques années, un autre candidat à la vie est apparu. Il s'agit du plus gros satellite de Saturne, Titan. Jusqu'en 2004, Titan était une énigme aux yeux des astronomes, en raison du dense brouillard opaque qui masque sa surface. Titan est le plus grand satellite de Saturne. Et c'est aussi l'un des plus grands de tout le système solaire. C'est également le seul satellite connu à disposer d'une atmosphère dense. En 2004, la sonde spatiale Cassini parvient à proximité de Titan, où elle libère un module de descente européen baptisé Huygens. Ce module va tout changer. Voici les images capturées par la caméra de Huygens au cours de sa descente dans l'atmosphère brumeuse du satellite. Titan possède des paysages très proches de ceux de la Terre, avec ses montagnes, ses vallées et ses plaines. Lorsque la sonde se pose à la surface, elle révèle une information à laquelle personne ne s'attend. Des galets sont présents un peu partout, semblables à ceux que l'on trouve dans le lit des cours d'eau terrestres. Quand on observe ces galets, on se rend compte que leur forme est le résultat d'une érosion qui s'est produite au fond de torrents ou de fleuves. Mais il ne s'agit pas de pierres au sens où nous l'entendons. Ces galets sont constitués d'eau à l'état de glace. Et ils sont si durs qu'ils se comportent comme des pierres. Comment ces galets ont-ils été érodés? De l'eau liquide est-elle présente à la surface de Titan? Avec des températures de l'ordre de moins 180 degrés, l'eau devrait en principe s'y trouver sous sa forme solide. Le radar de la sonde Cassini a la réponse. Ces relevés topographiques permettent de découvrir que Titan est recouvert de centaines de lacs. La grande différence avec les lacs terrestres, c'est qu'ils ne sont pas constitués d'eau, mais de méthane et d'éthane liquides. Sur Terre, ces deux hydrocarbures existent sous forme de gaz, mais la température glaciale qui règne sur Titan les maintient à l'état liquide. Titan est un monde fascinant. C'est en quelque sorte l'endroit le plus étrange de tout le système solaire. Hormis la Terre, c'est à notre connaissance le seul astre dont la surface est couverte de mer à l'état liquide, même si elles ne sont pas constituées d'eau. Il n'y a jamais la moindre vague sur ces lacs et sur ces mers, car le méthane et l'éthane liquide sont beaucoup moins denses que l'eau.
Les images radars fournies par Cassini ont montré que sur Titan, le méthane liquide forme des nuages capables de provoquer des orages, et même de se déverser en pluie. Dans l'atmosphère de Titan, le méthane à l'état liquide se comporte de manière similaire à l'eau dans notre atmosphère. Le cycle de l'eau tel qu'on le connaît sur Terre se retrouve sur Titan avec le méthane qui se dépose en pluie ou en brume à la surface. On a identifié la présence de canaux et de cours d'eau par lesquels le méthane s'écoule le long des reliefs de Titan et provoque le même type de phénomène géologique que l'eau sur Terre. À l'état liquide, le méthane connaît sur Titan un cycle très proche de celui de l'eau sur notre planète. Le méthane pourrait-il jouer le même rôle que l'eau sur Terre, celui d'un liquide permettant à des molécules organiques de se dissoudre et d'interagir? La réponse à cette question est loin d'être évidente. Les conditions présentes à la surface de Titan présentent pourtant des similitudes avec celles de la Terre d'il y a 4 milliards d'années. Par bien des aspects, l'atmosphère de Titan ressemble à celle de la Terre lorsqu'elle était à un stade primitif, mais avec des températures bien plus basses. D'un point de vue chimique, ce sont les mêmes processus probiotiques qui sont à l'œuvre. Ce que l'on ne sait pas, c'est s'ils vont donner naissance à des organismes véritablement biologiques sur Titan, que ce soit à la surface ou en sous-sol. Cependant, la température du méthane et de l'éthane liquide est inférieure d'environ 200 degrés à celle de l'eau liquide, ce qui implique que toute réaction biochimique sur Titan se déroulerait à un rythme extrêmement lent. Ces hydrocarbures sont également des solvants beaucoup moins efficaces que l'eau, et donc bien moins susceptibles de permettre l'apparition de la vie. Et comme il fait si froid sur Titan, l'eau ne peut pas y jouer son rôle de solvant. Plusieurs expériences ont démontré que lorsqu'on reproduit l'atmosphère de Titan, des rayonnements UV permettent de générer des molécules complexes, qui peuvent être considérées comme des étapes préliminaires à la vie. Certains se demandent quel genre d'organisme biologique pourrait apparaître dans un milieu aux conditions physico-chimiques aussi étranges. Et à quoi ressemblerait une biologie basée sur le méthane? Mais d'après nos connaissances, ce ne serait sans doute pas l'élément idéal pour fournir une structure valable à des réactions biochimiques. Les découvertes réalisées sur Terre au cours des dernières décennies ont montré que même dans les circonstances les plus improbables et les conditions les plus extrêmes, la vie était capable de s'adapter à son milieu. Nous savons aujourd'hui qu'il existe des organismes dits extrémophiles, qui évoluent dans des conditions environnementales impensables quand j'étais étudiante. On croyait qu'aucune vie n'était possible dans un milieu qui serait trop chaud, trop froid, trop acide, trop basique, soumis à une pression trop élevée ou à des radiations trop intenses. Des organismes ont pourtant évolué pour se satisfaire de ces conditions extrêmes. L'étude toute récente des extrémophiles change radicalement la donne. Elle nous oblige à revoir nos certitudes quant aux possibilités de trouver de la vie ailleurs. Les extrémophiles, tels que les bactéries présentes dans l'environnement toxique et les températures élevées des cheminées hydrothermales sous-marines, offrent un aperçu des organismes ayant pu se développer sur d'autres planètes. La plupart des astres qui nous entourent ont des milieux très inhospitaliers, parmi lesquels on retrouve parfois des températures très basses et une exposition solaire minimale. La découverte des extrémophiles est venue modifier radicalement toutes nos idées reçues sur ce qui est considéré nécessaire à la vie. Soudain, notre système solaire nous est apparu infiniment plus vaste en termes d'habitabilité. On s'est rendu compte qu'il abritait une quantité d'environnements potentiellement habitables qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Titan est en résumé un monde riche en matière organique, où le méthane obéit à un cycle comparable aux processus atmosphériques et géologiques du cycle de l'eau sur Terre, un facteur très favorable à l'apparition de la vie. Ces dernières années, la NASA et l'Agence spatiale européenne ont travaillé ensemble au développement d'une mission spatiale non habitée, destinée à dévoiler les derniers mystères de Titan. Mais aucun programme n'a encore été validé. Parmi les projets proposés pour explorer les lacs d'éthane et de méthane de Titan,
le Titan Submarine de la NASA est l'un des plus enthousiasmants. Ce sous-marin s'aventurerait dans les profondeurs du Kraken Mare, la plus grande étendue liquide à la surface du satellite. Une telle mission constituerait la toute première exploration d'une mer extraterrestre. Une occasion de mesurer sa composition organique et peut-être d'en explorer les rivages. Mais le programme Titan Submarine n'est qu'au stade de projet. Il y a une foule d'approches fascinantes pour se lancer dans l'exploration de Titan. Mais la NASA n'en a encore retenu aucune. Dans l'orbite de Saturne se trouve un satellite aussi petit que mystérieux. Il n'a rien de commun avec la soixantaine d'autres satellites que compte la planète géante. Cette minuscule lune gelée de 500 km de diamètre se nomme Encelade. Au cours des dernières années, l'exobiologie en a fait son objet d'étude privilégié, car on y a détecté des conditions très favorables à la présence de vie. La majeure partie de nos connaissances sur Encelade sont le résultat de la mission Cassini, qui est en cours depuis déjà de nombreuses années. La sonde Cassini est un orbiteur qui étudie le système saturnien et ses différents satellites, mais en se focalisant plus particulièrement sur Encelade. Pour la toute première fois, la mission Cassini nous a permis de contempler en gros plan ce monde si distant. Voici les premières images prises par Cassini. La surface d'Encelade est blanche et scintillante, et elle est parcourue de fissures, de crêtes et de crevasses. Au pôle sud d'Encelade, Cassini fait une surprenante découverte. La sonde photographie d'étranges crevasses, plus grandes que les autres, qui apparaissent en bleu. Les scientifiques baptisent ce groupe de 4 crevasses parallèles les rayures du Tigre. D'une longueur de 120 km et profonde de plusieurs centaines de mètres, elles sont semblables aux lignes de faille que l'on peut observer sur Terre. Après plusieurs passages à proximité d'Encelade, le radar thermique de Cassini effectue un relevé inattendu. Les rayures du Tigre devraient être plus froides que le reste de la surface puisqu'elles sont situées au pôle sud. Et pourtant, de la chaleur s'en dégage. La température des crevasses est de moins 80 degrés, soit 120 de plus que sur le reste du satellite. Il ne fait aucun doute que les informations qui ont été recueillies à cet endroit permettent de penser qu'il y a là un potentiel très fort d'environnement habitable. Mais la découverte la plus surprenante est encore à venir. Après une modification de son orbite, Cassini capture une image saisissante. D'immenses panaches de glace sont projetés dans l'espace. La sonde est parvenue à photographier des gerbes d'eau, de vapeur et de cristaux de glace qui étaient expulsés de la surface au niveau du pôle sud d'Encelade. Dans les panaches visibles sur ces images réelles, les particules de glace qui sont éjectées à des centaines de kilomètres d'altitude proviennent des rayures du Tigre. Cette matière est éjectée par des fissures présentes à la surface, et ces fissures semblent communiquer avec l'intérieur du satellite. Mais comment un si petit satellite peut-il générer la chaleur nécessaire à une telle activité géothermique? Les scientifiques pensent qu'Encelade disposerait d'une source d'énergie interne. Dans sa course orbitale autour de la masse énorme de Saturne, Encelade s'échauffe sous l'effet des forces gravitationnelles, ce qui fait fondre la glace à l'intérieur du satellite. Les panaches d'eau éjectés de la surface gelée d'Encelade sont de gigantesques geysers, semblables à ceux qu'on observe sur Terre dans les points chauds géologiques. Cassini est équipé d'un détecteur capable de traverser ces panaches pour en prélever des particules et analyser leur composition chimique. Les fois où le détecteur a fonctionné, il a découvert que certaines de ces particules étaient salées. Or, la seule manière pour du sel de s'incorporer à une particule, c'est de s'évaporer directement depuis un liquide. C'est un indice supplémentaire qui pousse à croire que de l'eau liquide est présente sous la surface d'Encelade, là où sont expulsés ces panaches.
Mais cela suffit-il à prouver qu'il existe sous la croûte de glace de la surface d'Encelade un océan souterrain? Nous avions besoin de réunir davantage de preuves. Un élément supplémentaire a confirmé cette théorie lorsque nous avons soigneusement analysé la trajectoire de Cassini au-dessus d'Encelade pour mesurer comment la gravité du satellite agissait sur la sonde. Les résultats de cette analyse ont mis en évidence une anomalie de densité sous l'ensemble du pôle sud, ce qui indiquait la présence sous toute cette région d'une étendue d'eau dont provenaient les panaches. Ces gerbes d'eau pourraient être reliées à des cheminées hydrothermales formées sur le plancher océanique, là où l'eau liquide du satellite est en contact avec la roche sous-jacente, un milieu des plus favorables à la vie. Mais jusqu'ici, rien ne prouve que de la vie se cache sous cette croûte de glace. C'est pour cela qu'il est décidé que Cassini doit traverser les panaches pour en collecter des particules. Les spectromètres de la sonde détectent alors quelque chose de fascinant dans les particules émises dans l'espace. Les briques chimiques fondamentales de la vie. Encelade est fascinant, car pour autant qu'on le sache, les 3 ingrédients de base de la vie y sont présents. De l'eau à l'état liquide, des nutriments et des composés organiques. Mais ce monde, si différent de celui que nous connaissons, abrite-t-il réellement la vie? Grâce au geyser, il serait possible d'accéder à la mer souterraine d'Encelade et d'en analyser la composition. Si des organismes microbiens y sont présents, les particules de glace de la mer pourraient permettre aux astrobiologistes de les identifier. Techniquement, il est assez simple d'envoyer une sonde vers Encelade pour capturer des particules de glace de ces panaches. On peut ensuite les étudier sur place ou bien les rapporter sur Terre afin de les analyser en laboratoire. Malheureusement, aucune de ces 2 missions n'a encore été validée. Nous devrons donc encore patienter avant de découvrir si une forme de vie est présente sur ce fascinant petit satellite de Saturne.